Qui dirige le monde? Cette question, on se l'est tous posée. Et souvent, on entend la même réponse. Les puissants, les milliardaires, les 1%, bref. Mais il existe une réponse beaucoup moins évidente. Une réponse que j'ai découverte chez un philosophe allemand très peu connu, dans un livre qui m'a complètement retourné le cerveau. Il révèle qu'au-delà des grandes fortunes et des empires, se cachent en réalité deux forces qui mènent le monde. Aujourd'hui, on va plonger là où peu de gens regardent, là où se joue la marche du monde. Alors tiens-toi prêt, prends les fraises, enfile tes bottes Décathlon, on est parti pour un voyage entre terre et mer. Un jour de vacances pluvieux de l'été 1940, ma fille de 10 ans me demanda de lui raconter une histoire. Je ne suis pas un très bon conteur. À cette époque, je m'occupais des questions concernant le droit des peuples maritimes. Pour ne pas m'écarter de mon sujet, et en même temps pour ne pas me dérober à la demande de l'enfant, je commençai à lui parler de pirates et de baleiniers. De manière imprévue, j'en vins aborder la question de la mer qui juste là m'était restée étrangère. Oh! L'ensemble de l'histoire mondiale se révéla soudain sous le nouvel aspect de l'opposition élémentaire de la terre et de la mer. L'homme est un être terrestre, un terrien. La terre ferme est le lieu où il vit, se meut, se déplace. Elle est son sol et son milieu. C'est elle qui fonde ses perspectives, détermine ses impressions, façonne le regard qu'il porte sur le monde. Dans de nombreux mythes et légendes, la terre est vue comme la mère primitive des hommes. Cette mère qui engendre et fait revenir les hommes à elle. Bien que la terre soit composée à 3/4 d'eau et de 1/4 seulement de terre, elle est pourtant appelée terre. Mais dire qu'on est exclusivement terrien parce qu'on habite un globe appelé terre, c'est pas aussi simple. Il existe également des peuples autothalassiques, des peuples maritimes qui ont voué leur existence tout entière à la mer et qui voient dans la terre une simple ligne de démarcation. Dans les îles des mers du Sud, notamment en Polynésie, on trouve les Kanaks et les Savoyori, dans leur existence entière, leur univers mental, leurs langues sont tournées vers la mer. On peut alors donc se demander si toi et moi, si toi aussi, sommes exclusivement terriens. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre totalement. En fait, l'homme, contrairement à l'animal qui est entièrement régi par son milieu, a le pouvoir de bouleverser complètement son existence. Par son action dans l'histoire, le champ du possible est vaste. L'homme peut choisir, voire à certains moments de son histoire, aller jusqu'à choisir l'élément qu'il décide de transformer de lui-même. Et cet élément, cette force que l'homme a choisie et qui a transformé radicalement à la fois sa vision et la marche du monde, n'est autre que la mer. Quand tu penses mer, tu penses probablement au bruit des vagues, vacances d'été, la glace à 7 balles qui font en 10 secondes chrono, la profondeur, l'immensité, le mystère, les bateaux, les marins, la liberté, l'horizon, bref. Parmi tous ces mots, 2 mots vont attirer notre attention. D'abord les marins, et plus précisément les baleiniers. Ces chasseurs de baleines, ceux qui sillonnent toutes les mers du globe du pôle Nord au pôle Sud à traquer ce majestueux mammifère marin. Ces écumeurs des mers ont été les premiers à avoir voué leur existence à la mer par leur pratique qui les a poussés à explorer de grands espaces maritimes et découvert de nouveaux territoires. Dans cette lutte contre l'autre être vivant de la mer, l'homme est entraîné toujours plus loin dans le tréfonds élémentaire de l'existence maritime. Mais en quoi sillonner les mers à chasser la baleine, à perfectionner les flottes pour aller toujours plus loin et découvrir de nouveaux continents, change notre vision du monde et va même jusqu'à la bouleverser en profondeur. C'est là où apparaît le deuxième mot qui va ici nous aider à y voir plus clair et à comprendre ces deux forces opposées. La liberté. Imagine un instant. T'es un baleinier aguerri, t'as côtoyé les profondeurs et navigué dans tous les océans sans limite. Rien ne te retient. T'es en mouvement permanent. Ton imaginaire côtoie l'infini. Ton existence n'est plus terrestre, elle est maritime. Imagine maintenant que tu es à la tête d'un pays entouré d'océans que tu as exploré de fond en comble, que ta domination maritime est supérieure à tous les autres pays. Bien que ton île soit une terre, ton imaginaire tourné vers la mer a dessiné une révolution spatiale. Le passage d'une puissance terrestre à une puissance maritime. Qu'est-ce que ça change ?
Ta vision du monde est libérale et sans frontières. Les capitaux affluent librement parce que la mer ne connaît pas de frontières. Tu maîtrises le commerce mondial car tu maîtrises toutes les mers du globe. Who dominates sea? Ouais, non, oublie. Qui domine les mers, domine le commerce mondial. Qui domine le commerce mondial, domine tous les trésors du monde, et le monde tout court. Qui domine le monde tout court, domine le monde tout court. L'enracinement est ton ennemi. S'enraciner, c'est se fixer, s'établir sur un territoire. Or, la fixation est l'ennemi du mouvement. A l'inverse, la puissance terrestre, cette autre force appelée aussi puissance continentale ou tellurique, est un ensemble de territoires distincts les uns des autres et séparés par des frontières. Imagine maintenant que tu es un fermier. Je vais essayer. Le sol que tu travailles et défriches délimite un espace à l'intérieur duquel ton activité s'exerce. Sur ce même sol, tu construis ta maison, des haies et clôtures pour garantir ta sécurité. Cette sécurité implique nécessairement la distinction entre ta ferme et celle du voisin. Occupé. C'est là que naît l'ordre juridique. La loi, pour faire simple. Okidoki. Tu fondes ensuite une famille, Pourquoi pas? qui deviendra plus tard un clan, une tribu et un État. Cet État suivra les mêmes règles de partage, d'administration territoriale avec les autres États, ce qui donnera naissance au droit international. L'équivalent d'un ordre juridique, mais cette fois à une échelle internationale. Ce qui revient à dire qu'au cœur de l'existence terrestre se trouve la maison. Or, le bateau s'oppose à la maison, comme le mouvant à ce qui reste fixe. Pour résumer très clairement, la puissance maritime c'est le libéralisme, la libre circulation des marchandises, des capitaux et des humains, le commerce et la domination mondiale. La puissance terrestre c'est les frontières, la limite, l'enracinement, la loi, l'ordre. La conception de la guerre entre ces deux forces est également radicalement opposée. Du côté de la puissance terrestre et continentale, la guerre est une opposition entre deux États qui fait s'affronter deux armées distinctes sur une zone délimitée. Elle est une guerre directe. La population civile, non combattante, est en dehors des hostilités. Tant que cette population ne prend pas part à la guerre, elle n'est pas considérée comme ennemie. A l'inverse, la conception guerrière de la puissance maritime se fonde sur le commerce et l'économie. Elle ne vise pas seulement l'armée de la puissance adverse, elle touche également la population civile. Par quels moyens? Le blocus et la famine, notamment par le blocage des voies maritimes. On est ici dans une guerre indirecte. Cette opposition élémentaire se traduit également dans une vision religieuse et symbolique par l'affrontement entre deux monstres mythiques tirés de la Bible, notamment dans le livre de Job, d'un côté le Léviathan, monstre marin, et de l'autre le Béhémoth, monstre terrestre. Alors oui, tu me répondras peut-être que cette lecture est tout simplement symbolique, simpliste, voire même caricaturale. Mais si je te disais qu'elle est en réalité tout aussi concrète et d'un réalisme absolu? Alors 2 secondes, je remets mes lunettes, on est parti pour un peu d'histoire géo. Concrètement, quels sont ces pays qui font partie de ces puissances maritimes? Il faut pour cela avant tout distinguer 3 phases dans le rapport maritime d'un pays. Plus on monte en phase, plus la puissance maritime est forte. La dernière étant la phase ultime. Le stade potamique, qui sont des cultures qui se sont développées proches des grands fleuves, comme le Nil, l'Euphrate, le Tigre, ce qui a donné l'empire assyrien et babylonien. Le stade thalassique, qui sont des cultures limitées aux mers fermées et secondaires, la mer Noire, la mer Méditerranée, ce qui correspond à l'antiquité grecque et romaine, Athènes, Carthage, Rome ou Venise. Et le stade ultime, le stade océanique, les mers ouvertes ayant permis la découverte de l'Amérique et des grands espaces maritimes. Ce qui correspond grosso modo au peuple germanique. Bingo! On a juste à chercher qui sont les peuples germaniques et on aura a priori la réponse. Sauf que les peuples germaniques, eh ben c'est vague. Parmi les peuples germaniques, les premiers à avoir déplacé toute leur existence vers la mer sont les Australie. les Hollandais. Pourquoi? Parce que chasseurs de baleines et construction navale. Les Hollandais étaient les premiers à être les maîtres incontestés de la construction navale. Les nouvelles techniques de navigation à voile leur ont permis de naviguer dans tous les océans. Ils étaient devenus les transporteurs de tous les pays d'Europe. Les batailles navales sont devenues, avec les Hollandais, de réelles batailles navales. Fini l'éperonage, cette technique de combat qui consistait pour chacun des deux camps ennemis à tenter d'intercepter et d'envahir physiquement le bateau adverse. Technique qui en réalité n'était qu'un simple combat terrestre livré à bord. Les Hollandais, c'est un autre game.
des voiliers armés de canons à feu capables de tirer sur de longues distances, ce qui a radicalement transformé la manière d'appréhender la bataille navale. Mais l'histoire étant ce qu'elle est, les Hollandais furent certes les premiers, mais ont plus tard été supplantés par cette île proche, cette île où on roule à gauche, cette île où on mange très salé le matin, l'Angleterre. À la fin du Moyen-Âge, les Anglais, qu'on appelait les enfants du lion, symbole royal et national de l'Angleterre, étaient un peuple de bergers. Ce n'est qu'à partir du XVIe et XVIIe siècle que ce peuple était devenu des écumeurs des mers et de corsaires. Par le déclin maritime et la continentalisation de ses pays voisins, comme le Portugal, la Hollande, la France et l'Espagne, l'Angleterre s'est imposée à l'inverse dans la voie de la superpuissance mondiale. En un mot, il a transposé toute son existence collective de la terre à la mer. Ces deux forces qui se sont combattues durant les grands conflits mondiaux de l'Antiquité à nos jours. Cette vision du monde est une clé de lecture parmi tant d'autres. Elle ne prétend pas expliquer toute l'histoire du monde et est imparfaite et critiquable. D'ailleurs, on peut opposer à cette thèse qu'il y a eu et qu'il y a des conflits dans l'histoire qui ont opposé des puissances terrestres entre elles et également des puissances maritimes entre elles. Cette lecture permet simplement de sortir de cette vision qu'on entend souvent sur l'importance qu'on donne à l'argent. Alors oui, les intérêts économiques font partie de notre monde, mais résumer l'histoire sous le seul prisme de l'argent nous fait oublier que l'histoire et les rapports entre les grandes puissances vont bien au-delà de ça. Elles sont aussi géographiques, spatiales, élémentaires.